Alors, concernant l'odontologie pédiatrique, il faut savoir que c'est une discipline qui va être appliquée, intéresser les enfants. Alors, sur le plan légal, comment définit-on enfant? Sur le plan légal et médical aussi, vous avez des prescriptions qui vont concerner que les enfants. Cette discipline, elle va intéresser les enfants qui seront âgés de 0 à 15, c'est-à-dire à partir de 16 ans, on va considérer qu'on n'a plus affaire à des enfants, mais plus à des adultes. Il faut savoir que l'odontologie est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle va intéresser plusieurs spécialités à la fois. La pathologie bucco-dentaire ou la chirurgie orale, comme on la dénomme maintenant, l'odontie conservatrice, l'endodontie. Vous avez aussi l'orthodontie, la prothèse et la parodontologie. Cette discipline, elle peut faire partie de votre activité, que ce soit dans le cadre de l'exercice libéral ou dans le cadre de l'exercice hospitalier. Ça dépend du type de carrière que vous choisir. Vous allez aussi, elle va aussi être considérée, certains d'entre vous vont vouloir se spécialiser dans l'odontologie pédiatrique pour un exercice qui est quasi exclusif de l'odontologie pédiatrique. C'est-à-dire, certains d'entre vous pourront choisir la pédodontie pour une pratique exclusive de leur cabinet. Ils ne feront que ça, c'est-à-dire traiter des os de 0 à 15 ans. Pour cela, dans d'autres pays, elle est gérée comme une spécialité. Même les étudiants dans d'autres facultés et dans d'autres pays, le module d'odontologie pédiatrique est considéré comme un module à part entière, à volet pratique et à volet théorie. Donc, nous, on est des chirurgiens dentistes et des médecins dentistes. Donc, elle va commencer avec l'éruption des premières dents. Alors, l'éruption des premières dents, elle survient généralement vers l'âge de 6 mois. C'est les incisives centrales temporaires mandibulaires qui vont faire les premières, leur éruption, jusqu'à l'âge de 15 ans. Là, on aura la maturation d'apex des deuxièmes molaires permanentes. Alors, 3 grandes périodes se dessinent avec leur spécificité clinique épique, c'est-à-dire on va avoir 3 périodes dentaires. La première période, c'est la denture temporaire, de 0 à 6 ans. Je vous ai dit, la première dent faisait son éruption. Normalement, vous avez fait la chronologie de l'éruption vers l'âge de 6 mois. Donc, jusqu'à 6 ans, une denture exclusivement, c'est-à-dire des dents déciduales qui vont être remplacées. À l'âge de 6 ans, il y aura l'éruption de la première molaire permanente. Alors, cette période, elle va être caractérisée sur le plan physiologique par l'apparition de ces dents, la croissance de ces dents, et elle va aussi être caractérisée sur le plan pathologique par l'apparition des caries précoces. Certains l'appelleront Saint-Vibrant, mais il faut savoir qu'actuellement, en termes de terminologie, on parle plus de caries précoces. Donc, cette période aussi sera caractérisée par la fréquence des traumatismes et aussi l'apparition des anomalies de structure. Les anomalies de structure, vous avez fait ça en 2e année, les genèses imparfaites, les dentinogénèses imparfaites et autres, que sont des anomalies qui peuvent être génétiques, congénitales ou acquises. Vous avez aussi une autre période qui est la denture mixte. La denture mixte, vous aurez à la fois la présence des dents temporaires et la présence des dents permanentes. À partir de 6 ans, vous avez l'éruption de la première molaire permanente. Il faut porter attention. La molaire permanente, elle va faire son éruption. Il n'y a aucune dent temporaire qui est au-dessus de la première molaire permanente. Or, la dent de 6 ans, elle fait son éruption, c'est-à-dire dentaire à la dent. Il n'y a pas de dent décidue.
À partir de 6 ans, il faut bien examiner vos patients. Il faut bien faire ouvrir l'éruption pour voir l'éruption de cette. Et sur le plan radiologique, vérifier la croissance et la maturation. Donc aussi, cette période, elle sera caractérisée par la traumato. Encore, la fréquence, elle sera beaucoup plus importante parce que l'enfant, il va devenir autonome, il commence à marcher, à jouer à l'école, à faire des activités sportives, donc il est plus exposé au traumatisme. Vous avez aussi une prédominance des anomalies de nombre et des anomalies de structure. En ce qui concerne la troisième période, qui est l'adolescence de 12 à 15, donc cette période, elle sera caractérisée d'abord aussi, vous pouvez avoir des traumatismes qui vont se venir à une moindre échelle, sauf pour les personnes qui pratiquent des activités sportives. Vous pouvez aussi avoir de lésions type érosion, due à la consommation d'hydrates de carbone, à l'insuffisance de l'hygiène, parce que vous allez voir le deuxième cours qu'on va faire aujourd'hui, que pour la période de naissance, on est un petit peu nonchalant, on ne veut pas se brosser, et introverti, il y a des changements hormonaux qui vont avoir des répercussions donc, sur l'état de cive et aussi sur le psychisme des naissants. Mais concernant les disciplines, donc vous avez différentes disciplines qui vont intervenir au niveau de l'odontologie pédiatrique. On va commencer par la discipline qui m'intéresse en premier, c'est l'odontologie conservatrice. Qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que médecin dentiste ou chirurgien dentiste, cadre de l'odontologie conservatrice? Or, je vais axer mon travail sur le diagnostic. Je vais faire le diagnostic de ces lésions, évaluer ces lésions, si c'est des lésions actives, des lésions passives, évaluer le risque individuel de l'enfant, c'est-à-dire c'est le risque caries individuel de l'enfant. Le risque caries est défini par plusieurs paramètres, des paramètres liés à l'invocatoire et des paramètres qui seront liés à l'examen. Donc là, vous allez un petit peu cerner le profil carieux de votre enfant. Si votre enfant et plus ou moins, si plutôt l'enfant auquel vous avez affaire a une mauvaise hygiène, si au niveau de la peau aussi, s'il y a des antécédents de mauvaise hygiène, aussi une perte de dents chez les parents, une consommation de carbone, tout ça va contribuer à classer votre enfant dans un profil, dans un indice qui est élevé. Aussi, la présence de lésions actives. Vous avez des lésions actives, plus l'enfant aura un indice caries individuel qui sera important. Donc aussi évaluer le CAO, le nombre de dents cariées absentes et obturées, qui va vous aider c'est votre enfant à déterminer plutôt l'indice caries individuel de votre enfant. Je vais faire d'abord la première étape diagnostic et évaluation de l'indice caries individuel, du risque caries individuel, de l'indice CAO. Donc, si l'on présente des caries précoces de l'enfant, des anomalies de suture, et en tant que médecin dentiste, je vais pallier à différentes pathologies. Je vais réaliser une restauration. Il faut savoir que maintenant, un enfant, il faudra le prendre en charge. On a les moyens de prendre en charge, on a les moyens et on a les compétences qu'il faut. Il faut réaliser des restaurations, même temporaires. Ces restaurations, elles peuvent être réalisées avec un matériau composite, elles peuvent être réalisées avec un amalgame, elles peuvent être réalisées avec un ciment verionomère modifié par adjonction de résine. Il faut essayer de respecter le protocole opératoire tel qu'il est décrit pour l'adulte en ce qui concerne l'enfant. Dès qu'on peut, on place la digue. Donc là, vous avez différentes prises en charge de pathologies carieuses. Ça, c'est le traitement d'une deuxième molaire temporaire. Vous avez une carieuse, le curetage a été fait, une restauration composite, une digue a été placée. Vous contrôlez au niveau radiologique les permettez de votre restauration. N'oubliez pas de placer les points de contact. Parce que vous verrez l'enfant, il y aura, dans le classe pathologie chez l'enfant, c'est un cours qu'on fera
moi qui vous ferai le cours, vous avez prédominance, une fréquence du syndrome du septum. La perte du point de contact va engendrer une pathologie qu'on appelle le syndrome du septum. Donc, il faut restaurer les points de contact de la même manière que pour l'adulte. Il faut placer votre matrice, votre coin de bois pour réaliser la restauration de vos surfaces de contact. Vous avez aussi, en ce qui concerne donc l'endodontie et la préservation de la pulpe, on n'est plus, on peut, pour la préservation de la pulpe, c'est surtout pour la denture permanente immature. Donc la dent permanente immature, on va absolument chercher à conserver la vitalité pulpaire par des techniques qui sont des techniques d'apexogénèse. L'apexogénèse, vous avez vu les techniques l'année passée avec Dr Boakez et Dr Mihoubi, le coiffage pulpaire direct, pulpotomie partielle, la pulpotomie cervicale, sont des thérapeutiques qui préservent la pulpe dans le but de permettre l'édification radiculaire. Donc là, normalement, vous avez reconnu la thérapeutique qui a été réalisée à ce niveau. Au niveau de la dent permanente immature, vous voyez ici que les apex ne sont pas encore édifiés. Donc, il y a eu, lors du curetage, une effraction accidentelle. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'actuellement, même si vous faites des effractions accidentelles, la dentine, au niveau de la dentine parapulpaire, c'est pas uniquement de votre faute, il ne faut pas culpabiliser. Bien au contraire, il faudra y remédier, c'est-à-dire vous avez à votre disposition un nombre de tactiques et un protocole clinique qu'il faudra respecter. Vous réalisez un coiffage direct. Le coiffage pulpaire direct doit être réalisé sous digue. Il faut absolument éviter toute contamination bactérienne au niveau de la pulpe pour permettre le succès de votre thérapeutique. En ce qui concerne l'endodontie, alors, sur les dents temporaires, donc vous allez voir avec Dr Sharif que vous allez à différents stades plutôt. Le stade R, maturation, stabilité et résorption. C'est-à-dire comme pour la dent permanente, au niveau de la dent permanente immature et de la dent permanente, il y a des stades au niveau de la croissance radiculaire. Donc, en fonction de ces différences de la croissance radiculaire, nous, on va réaliser des thérapies. Il faut savoir que plus le stade R correspond au stade de résorption, c'est-à-dire que vous allez avoir le phénomène de résorption physiologique. C'est quoi le résorption physiologique? C'est-à-dire que vous allez avoir un phénomène de résorption de la racine, on sera moins conservateur. Si on est au stade de la résorption, donc et on a une pathologie pulpaire au niveau de la dent, dans ce cas-là, on n'optera plus pour l'extraction de la dent. Par contre, si je suis au niveau du stade M et S, maturation croissance, donc là, je vais entamer des thérapeutiques de conservation de dents par des traitements endodontiques. Alors, vous pouvez avoir des pathologies pulpaires de type inflammatoire ou des nécroses pulpaires. Donc, le traitement endodontique, vous allez voir les thérapeutiques endodontiques enseignées. Donc, vous allez procéder en termes de principe, c'est-à-dire forme, nettoyage, obturation, c'est les mêmes, mais on va utiliser des matériaux différents et des techniques un peu plus différentes. Le plus important à retenir, plus la durée de vie de la dent sur l'arcade est longue, plus vous allez opter vers la conservation de la dent. C'est-à-dire, pour une molaire temporaire, vous avez l'éruption de la prémolaire qui va survenir à l'âge de 10 ans et demi. Et vous avez une carie grosse pulpaire ou une pulpite sur la 55, par exemple, qui survient à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire en plein stade de maturation stabilité. Donc là, il faudra conserver cette dent. Il ne faut pas aller l'extraire dans le but de maintenir la dent sur l'arcade. Et je vais vous expliquer pourquoi tellement
important de maintenir la dent sur l'arcade. Vous avez aussi les dents thérapeutiques sur les dents permanentes immatures et sur les dents temporaires. On a un autre type de thérapeutique, la pulpotomie. Donc la pulpotomie, vous avez vu ça avec le Dr Boakez l'année. Donc là, c'est un protocole clinique d'une tomie sur une deux molaires temporaire. Donc là, vous avez une effraction pulpaire, donc on a opté pour la pulpotomie, vous voyez, parce que la pulpe était enflammée, donc le saignement, ça c'est du sulfate ferrique pour réaliser l'hémostase. Une fois qu'on a réalisé l'hémostase, on met de l'hydroxyde de calcium et on opère la dent. Et là, la restauration, donc c'est une CP coiffe pédodontique pré-formée. Donc, ne vous inquiétez pas sur le protocole opératoire parce que là, juste on vous introduit donc les différentes. Vous avez aussi la pulpectomie, donc c'est les mêmes étapes, réalisation de la cavité d'accès, détermination de la longueur de travail, mise en forme, nettoyage, obturation canalaire. Vous avez le germe ci-dessus, sous la crypte du germe, vous avez donc la bouche, donc la calcification coronaire de la prémolaire, de la prémolaire. Donc là, l'obturation, on l'a fait avec de l'oxyde de zinc, mais tout ce qui concerne les thérapeutiques, on va voir ultérieurement. Donc, vous avez aussi les thérapeutiques d'apexification, donc vous allez voir vous allez avoir un cours avec Dr Rebella sur les thérapeutiques d'apexification quand vous avez une dent permanente immature qui est injectée, donc l'apex est largement ouvert, donc on va chercher à créer une barrière à ce niveau, donc on va désinfecter, mettre de l'hydroxyde de calcium pour neutraliser donc l'infection au niveau buccal. Ensuite, on va mettre un bouchon de MTA et obturer. Donc, c'est un autre moyen de maintenir la dent sur l'arcade. Il faut savoir que pour la pexification, quand vous avez une nécrose pulpaire, la poursuite de l'édification articulaire est très commise. Il y a un seul cas plutôt, vous pouvez avoir une poursuite de l'édification donc radiculaire pour la persistance des cellules de la gaine de Hertwig. Mais là, vous allez voir tout ça ultérieurement. C'est vous illustrer les différentes disciplines et les implications des disciplines en odontologie pédiatrique. Vous savez, la prothèse est très impliquée en odontologie pédiatrique. Pourquoi? Donc là, par exemple, vous avez une perte prématurée d'une centrale et le mouvement de mésialisation physiologique, vous avez la 62 du fait de l'absence donc de la 68, donc ça va aboutir à une perte d'espace. Et si ça aboutit à une perte d'espace, ça veut dire qu'au niveau de la dent définitive, elle n'aura pas assez de place pour pouvoir faire son éruption. Donc, on aura une rétention au niveau de la dent définitive. D'où l'importance. Donc, si je peux conserver la dent, je mets la dent au maximum sur l'arcade. Si je peux conserver la dent, dans ce cas, j'ai des alternatives qui seront le mainteneur d'espace. Donc là, vous avez un mainteneur d'espace. Donc, on a une perte prématurée, donc la première molaire temporaire. Donc, on va réaliser donc un mainteneur d'espace, band and loop, c'est et une boucle pour maintenir l'espace et freiner la mésialisation physiologique jusqu'à l'éruption de la dent définitive. Donc, il faudra surtout monitorer votre patient. Donc, en fonction de la logique d'éruption, il faudra réaliser donc un monitoring de vos patients. Une fois que vous avez l'éruption de la dent sur l'arcade, donc là, vous enlevez vos dispositifs du maintien de l'espace. Donc, ici, vous regardez, c'est simultanément, donc là, un crown and loop. Crown, c'est-à-dire qu'on a une CPP, et sur cette CPP, on a scellé cette boucle pour maintenir l'espace jusqu'à l'éruption de la dent permanente. Vous avez aussi
Donc, les traitements prothétiques et le maintien de l'espace, les dents qui sont très, très délabrées. Donc, ces dents délabrées, donc, il faudra les traiter sur le plan endodontique ou sur le plan de la dentisterie conservatrice. Donc, il y a une grande perte de substance. Donc, là, ce qu'on va placer, c'est des couronnes dentiques préformées en nickel-chrome. Et aussi, on va réaliser donc des restaurations avec des moules Frasaco. On va décrire les différentes techniques. Donc, dans le deuxième semestre, je pense, on a un cours sur les restaurations sur les dents temporaires. Donc, ces couronnes vont être scellées sur les. S'il vous plaît, débranchez vos micros. Ces couronnes vont être scellées sur les dents. On va aussi monitorer, c'est-à-dire surveiller, contrôler régulièrement notre patient pour voir le processus de résorption physiologique. Là, c'est un exemple de CPP. Donc, vous avez vu, donc vous avez des CPP en nickel-chrome, métallique en nickel-chrome, donc et vous avez des CPP en céramique, donc qui sont plus éthiques. Mais comme ça survient souvent sur les secteurs postérieurs, on va utiliser des CPP en nickel-chrome. Il faut savoir que ces CPP, vous allez les utiliser chaque fois un délabrement important de la dent. Donc, même si le délabrement n'est pas important et que vous avez réalisé donc une endo, il vaut mieux placer CPP pour l'herméticité et l'étanchéité de votre traitement endodontique. Vous pouvez aussi, donc lorsque vous avez des pertes précoces, l'enfant, il se présente à vous avec il a déjà fait des extractions multiples et le temps d'éruption donc de la dent manante est très 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 loin chronologie d'éruption. Donc là, je peux faire aussi des prothèses partielles, donc avec des crochets. Donc, on utilise beaucoup les crochets d'ODF. Donc, vous avez à dame une plaque en résine avec des crochets et des dents. Donc, il faut savoir que certains enfants, donc surtout lorsqu'il y a une perte prématurée du sexe extérieur, donc ils vont développer un complexe vis-à-vis de leurs camarades. Et là, donc, vous allez réaliser une prothèse d'un but esthétique et psychologique, mais aussi pour dire la fonction masticatoire de l'enfant. Et sur certains grands syndromes, comme la dysplasie ectodermique anhydrotique, vous avez une agénésie d'éruption, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agénésie des dents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éruption des dents. Et à ce niveau, donc là, il faudra réaliser des prothèses totales. C'est les mêmes étapes que pour la. Donc là, vous allez réaliser l'empreinte, vous allez réaliser le joint, le PUI, le joint, l'empreinte secondaire, carrément montage. Donc, et l'enfant va porter des prothèses totales. Alors, pour la prothèse totale chez ce type d'enfant, donc là, par la suite, en fonction de la croissance mandibulaire, faire des rebases et éventuellement donc refaire la prothèse lorsqu'elle n'est plus adaptée donc à la croissance de votre enfant, à la croissance mandibulaire. Donc ça, on a parlé de l'endo, de l'odontologie conseilliste. Donc on va passer donc à la parodontologie. Donc à la parodontologie, il faut savoir que vous avez le cours avec le docteur Rahim, que certaines pathologies, on va les voir chez l'enfant. Donc, au niveau au niveau du parodonte et au niveau des pathologies bucco-dentaires elles-mêmes, c'est-à-dire des pathologies buccales qu'on l'on voit plus particulièrement chez l'enfant. Donc, vous avez donc vous avez des infections virales et des infections bactériennes. Pour l'infection virale, celle qu'on rencontre la plus souvent, c'est l'infection herpétique. Donc, vous avez la primo-herpétique, donc avec des lésions donc labiales, et donc des localisations donc au niveau de la muqueuse gingivale et au niveau de la langue. Elle est due donc au virus de l'herpès. Vous avez aussi la présence de kystes gingivales chez le nourrisson. Ce n'est pas une pathologie. On est bien d'accord. Donc là, le kyste, c'est ce qui sont néonatales. On a la présence d'un kyste
gingivales. Vous avez aussi les bulles de Beaune, donc c'est des micro-kystes qui sont visés sur l'arcade, et vous avez un kyste d'éruption, donc d'une dent néonatale qui s'est formée sur une dent néonatale. Il faut savoir que la dent néonatale, donc l'indication d'extraction, parce que d'abord l'enfant il va téter, ensuite il va se blesser. Donc, vous avez les pathologies infectieuses qui vont intéresser l'enfant. Donc, vous avez tout ce qui est les pulpopathies et vous avez aussi les pulpaires et leurs complications, donc telles que la cellulite génienne au niveau de cette photo. Vous avez aussi donc ce que vous allez rencontrer le plus souvent, donc c'est les abcès parodontaux au niveau des dents qui seront très cariées et nécrosées. Vous avez là l'abcès parodontal causé par la première molaire. Vous avez aussi ce qu'on appelle, excusez-moi, ce qu'on appelle aussi la parulie. Donc, il faut savoir que si vous avez une parulie, la parulie est un signe clinique d'une atteinte de la furcation. Donc, vous voyez ici, donc si vous avez de la furcation, donc l'indication c'est l'extraction de la dent, malheureusement. Vous avez aussi la présence de la langue géographique, donc, qui est une desquamation, donc localisée donc, au niveau de la langue, que vous verrez plus chez l'enfant. Aussi, la présence, vous avez un aft commun, donc des aftes multiples pour les enfants qui ont des historiques donc, de maladies virales et qui sont immunodéprimés. Une autre infection virale, donc c'est le digital. Il faut savoir que ces virus digital, à force que l'on touche, donc il va se contaminer, donc il va développer des soit au niveau de la labiale, soit au niveau de la muqueuse gingivale. Pour les pathologies parodontales, donc des gingivites, vous aurez des gingivites qui sont liées à la plaque, donc à l'insuffisance d'hygiène. Donc vous aurez aussi donc des gingivites donc qui sont liées donc à la présence de tares au niveau des dents temporaires, les mêmes pathologies que pour l'adulte. Donc, vous avez les insertions hautes et basses du frein qui vont entraîner donc des récessions au niveau de votre dent. Donc, et là, au niveau de là, on sera obligé donc d'intervenir chirurgicalement. Donc, à ce niveau aussi, les récessions peuvent être associées donc au DDM, au dysmorphose dentomaxillaire, à la mauvaise position des dents sur l'arcade. Alors, ce qui est la chirurgie pédiatrique, en fait, nous, on ne parle pas de chirurgie pédiatrique, pathologie, pour vous, c'est pathologie, chirurgie bucco-dentaire, mais elle est un petit peu particulière. Donc, l'utilisation de certaines techniques, on aura l'utilisation d'un matériel spécifique adapté à l'enfant. Vous avez donc l'extraction d'une dent temporaire, donc il faut avoir une position de travail pour ne pas déraper. En termes donc l'extraction, vous pouvez utiliser donc les dents adaptées à l'enfant, donc mais utiliser un davier de l'adulte, donc pour l'extraction des molaires, est tout à fait indiqué. C'est pas la peine d'aller acheter un matériel qui va vous coûter les yeux de la tête, alors que le matériel dont vous disposez au niveau de vos cabinets donc est largement suffisant. Alors, en ce qui concerne la chirurgie, qu'est-ce qu'on va rencontrer le plus souvent donc, chez l'enfant? On va intervenir à quel niveau? On va intervenir surtout donc, pour les dégagements donc, chirurgicaux des canines. L'orthodontie va intervenir. On a des canines qui inclusent. Donc là, on va procéder à la désinclusion de cette canine. Vous avez aussi traction de plusieurs dents surnuméraires. Donc, on a du scan, donc du CBCT. Vous avez vu ça passer, le CBCT. Donc, on va extraire surnuméraire. Donc, voilà ce que vous rencontrez le plus souvent. Donc, et toutes les thérapeutiques, donc les extractions, elles se feront de la façon la plus classique. Vous avez syndesmo-anesthésie, syndesmotomie, luxation et extraction.
Donc là, pour les extractions, donc il faut savoir, il faut avoir donc la chronologie d'éruption des dents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous acharner à chercher des racines. Donc il se peut que l'enfant se présente date de résorption, vous n'avez que la couronne. Il faut toujours, avant d'extraire une dent temporaire, il faut toujours faire une radio pour voir si vous avez la dent, le germe de la dent permanente. Donc pour l'orthodontie, de l'odontologie pédiatrique, l'orthodontie va concerner l'orthodontie interceptive, c'est-à-dire donc l'interception des anomalies denticales dans le sens horizontal, donc et aussi l'interception des parafonctions. Donc la succion du pouce, on va intervenir à ce niveau, on va réaliser une enveloppe linguale nocturne, donc pour rééduquer la position de la langue. Vous avez aussi ici, on a un articulé inversé, on va faire un amovible de surélévation rétro qui va faire rentrer dans l'ordre la position donc, de nos incisives. Et vous avez l'antipouce, les grilles antipouces, donc pour faire donc, la poussée du pouce sur les dents qui sont antérieures. Et vous avez vu, c'est des thérapeutiques qui sont plus amovibles, qui concerne plus les fonds. Donc, vous avez aussi les anomalies du transversal. Donc, vous avez l'utilisation du quadellix. Donc, chez l'enfant, l'orthodontiste c'est celui qui va le plus intervenir. Donc, en ce qui concerne donc, les interceptions, l'interception au niveau l'interception des anomalies, donc des patients. Donc, l'orthodontiste, pas uniquement l'orthodontiste intervenir à ce niveau, parce qu'un pédodontiste se remet à réaliser ce type de thérapeutique. L'odontologie pédiatrique va aussi donner la prévention. Donc, vous allez être là, donc assurer la prévention. Vous allez comment assurer la prévention? Patient à l'hygiène. Donc, vous allez encourager vos patients qui ont des enfants en bas âge à venir consulter, à faire une première consultation de telle sorte à ce que l'enfant soit familiarisé avec votre environnement, de telle sorte à ce que vous puissiez prodiguer des conseils d'hygiène bucco-dentaire, donc de sorte à ce que vous puissiez enseigner donc le bucco-dentaire à votre enfant. Donc là, vous allez utiliser des révélaplaques pour montrer à l'enfant donc les endroits là où il faut insister le plus par rapport aux endroits d'action de plaque, là où il faut insister le plus par rapport à l'hygiène. Et lui enseigner comment se brosser les dents. Normalement, c'est le travail de l'hygiéniste, mais nous, on n'a pas cette formation. Donc, vous allez pouvoir soit prévenir donc, du fluor, donc, ou bien appliquer du fluorification de vernis fluoré ou du gel fluoré pour les patients qui ont un indice carieux individuel qui est très élevé et qui nécessite une supplémentation fluorée. Une autre approche qui est aussi très importante en odontologie pédiatrique, c'est l'approche comportementale. C'est-à-dire que pour que vous puissiez réaliser toutes ces thérapeutiques, il faut avoir une approche qui est adaptée à votre enfant. Donc, vous allez avoir différentes approches, le tel show doux, c'est-à-dire montrer, expliquer, montrer, faire. Avant de faire sur la dent, l'enfant, il faut qu'il puisse ressentir. Vous avez aussi les différentes positions de travail de l'âge de l'enfant, donc il y a des différentes techniques qui vont vous permettre d'avoir une meilleure approche et qui vont vous faciliter donc votre travail. Vous avez le renforcement positif, c'est-à-dire encourager votre enfant, la modélisation, et vous avez un petit peu des méthodes un petit peu plus clés. Donc, on va détailler toutes ces approches comportementales. Le cours suivant, je pense qu'on va arrêter la réunion pour commencer notre réunion pour l'approche psychologique. Donc, on a 1 minute 31. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser.